Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Ça y est, nous voici pour un nouvel épisode de Danse avec le chaos. Aujourd'hui, je me réjouis de vous présenter mon nouvel invité. Si vous regardez la vidéo, vous voyez que, comme moi, il a des origines lointaines, mais en même temps, finalement, le jour où on enregistre, on n'est pas très loin. Moi, je suis à Montpellier et Navi est à Lyon. Et encore une fois, bienvenue Navi, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Nathalie de m'inviter. Et alors, le petit rituel dans le podcast, quand j'ai un ou une invitée, c'est que je demande à mon invité de nous partager comment il ou elle, quand il est en plein dans le chaos, dans le déséquilibre, est-ce qu'il a une petite pratique d'une minute pour revenir dans son centre? Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer? Alors tout d'abord, je dois faire une confession, c'est que et aussi peut-être l'explication de la bonne pratique, c'est de ne pas lutter contre le chaos. Pendant les 40 premières années de ma vie, je pensais que finalement, voilà, le chaos, on peut le maîtriser en pratiquant des techniques de respiration, de yoga, etc. Mais ce que j'ai appris avec du recul, c'est que finalement, et durant Covid, hein, je l'ai appris quand j'habitais à New York, c'est que le chaos, c'est la réalité. Donc, il faut déjà accepter la réalité, que la réalité, elle est réelle, il y a du chaos, et ensuite, il faut trouver une technique d'adaptation. Donc, dans mon cas, ça peut être une technique de respiration, ça peut être une technique de visualisation. Et je voulais quand même, voilà, rapidement Mhm. mentionner que j'essaie pas de lutter contre le chaos, mais essayer de danser avec le chaos. Mais ça, c'est une phrase que je dis souvent. Ah ben voilà. On communique pas télépathie. Avec le cloud. Et du coup, tu as une technique de respiration qui te fait du bien, qui t'aide à justement être dans cette posture d'accueil? Le plus simple, ce serait c'est connu, c'est-à-dire que tu prends 3 secondes d'inspiration et tu doubles. Il faut toujours que le ratio d'expiration soit double d'inspiration. Donc, j'essaie d'expirer aussi lentement que possible, pendant 6 secondes, voire 8 secondes. Et puis, je, je continue comme ça jusqu'au moment où l'expiration atteint des fois même 8 secondes. Donc l'idée, c'est de prolonger autant que possible l'expiration, de sorte que le système sympathique commence à se calmer Mhm. et que le système parasympathique s'active un petit peu. Donc ça prend du temps. Mais dans mon cas, je dois avouer que je ne peux pas me calmer tout de suite. Donc, comme on dit en anglais, fake it till you make it. Donc, je commence à respirer, mais je sais que je respire de façon forcée, même l'expiration, tu vois. Et puis, graduellement, tu connais bien, il y a quelque chose qui se fait de façon organique. Mhm. Donc, moi, il me faut en général 3-4 minutes, tu vois, pour vraiment m'apaiser. Et puis, je passe 2 minutes vraiment à m'ancrer dans ce rythme de souffle et après, je sors de là. Mais je peux pas, tu vois, je suis pas capable comme ça, Yes. en quelques secondes, de me Mhm. recentrer. Moi, je peux pas. Merci. Merci pour ton partage. Ce que je vous invite à faire, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent,
c'est que pour le début de l'interview, vous fassiez cette expérience justement d'inspirer et d'expirer et d'essayer de prolonger votre expiration, comme nous a proposé Navi, pour voir comment ça se passe au fur et à mesure de l'interview, votre état de concentration, de présence. Alors Navi, ça fait des années que je te suis sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. On m'a souvent parlé de toi, de ton livre. On m'a souvent dit: «Il faut que tu le contactes parce que vous venez de la même ville, de Pondichéry». Et puis voilà, on a eu, la vie a eu lieu bien sûr et enfin, on a pu synchroniser nos agendas et on profite de ce moment justement pour prendre ce temps d'échange et enregistrer ce podcast, Danse avec le chaos. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ben, écoute, déjà, le fait, c'est que, et tu dis quelque chose d'important, c'est que moi, je pense de cette expression, it's a matter of if and not when. Sorry, it's not a matter of if, c'est plutôt when. C'est-à-dire que il y a des rencontres comme les nôtres qui devaient se faire. Ça va se faire, on le sait, mais on ne sait pas quand ça va se concrétiser. C'est quelque chose que je vois de plus en plus dans ma vie, c'est qu'il y a des gens par exemple, Dalai Lama, j'aimerais bien le rencontrer, mais je sais que ça ne s'est pas concrétisé, même si j'ai des contacts, je Mmh. peux essayer d'arranger un rendez-vous. Parce que quelque chose me dit qu'il faut une synchronicité, tu vois, comme on dit. Mmh. Il faut que différentes conditions soient réunies. Un Euh, kéros. Exactement. Il faut que le Mmh. kairos, tu vois, soit là pour qu'effectivement, parce que le chronos, Mmh. bon, il faut qu'une intersection entre le kairos et le chronos. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a eu une intersection. Donc, effectivement, on se connaissait déjà virtuellement sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, donc, déjà, il y avait un lien qui a commencé à se bâtir entre nous, à se tisser entre nous. Et puis, aujourd'hui, quelque part, voilà, c'est un échange direct comme ça. Donc, oui, je pense que cette idée de It's a matter of when, not if, c'est important en Occident parce on aime bien la gratification Mmh. instantanée. Tu vois, on veut tout de suite rencontrer des gens, surtout aujourd'hui avec voilà, Et les ouais. techniques de communication, on valorise l'instantané. Mais moi, je crois qu'il faut apprendre à savourer avec patience cette Mmh. attente. Tu vois. Et là, effectivement, on a un échange qui, à mon avis, qui sera beaucoup plus authentique parce qu'on se suit mutuellement depuis des années. Mmh. Donc, on a déjà bâti quelque part une relation. Donc voilà. Donc je dirais que everything happens for a reason and the right time. Ouais, merci, c'est vrai, merci de le rappeler. Ça me permet du coup de rebondir sur la prochaine question parce que tu parles souvent en anglais, tu es bilingue, voire même peut-être non, tu parles tamil aussi, Exact. trilingue, et ça me permet de poser la question: «Qui es-tu et quel est ton métier?» Ça, c'est aussi quand on regarde ton profil LinkedIn, on voit chercheur, Indian, French, American scholar and speaker en Jugaad, author. Ça fait, tu fais partie de ces gens qui ont plusieurs casquettes, donc comment tu te présenterais? Sur le plan professionnel, je dirais tout simplement que je suis un chercheur indépendant. Mmh. Je suis un chercheur indépendant, donc dans le monde professionnel, je me spécialise dans l'innovation et tout ce qui est leadership. Donc j'aide les entreprises et de plus en plus les territoires à devenir plus innovants, c'est-à-dire créer plus d'impact. Euh, et puis, je suis aussi chercheur dans le domaine leadership, parce que surtout aujourd'hui dans le monde, on voit très bien, c'est qu'il y a un manque total de... Il y a des leaders qui ont un titre de leader, mais ils n'incarnent pas du tout un modèle de leadership qui est éclairé, conscient. Donc, ce sont mes deux sujets favoris, c'est l'innovation et le leadership. Et tout se fait pour une raison. Donc, il s'avère que mon nom, Navi, en fait, vient de Navin et Nav, étymologiquement, le préfixe Nav veut dire nouveau, innovation. Ah oui, c'est Donc, je vrai. crois que, voilà, exactement. Donc, en fait, c'est la même racine que new, Mmh. nouveau, et innovar, tu vois, le nov. Donc, quelque part, Navi, je crois que j'étais prédestiné à me focaliser sur le thème d'innovation. Mmh. Donc, c'est ce que je fais. Et puis, le fait que je sois effectivement multiculturel, ça, c'est plus une question de qui je suis, de mon être, et aussi comment ça façonne ma perspective. Mmh. Euh, mais en tant que, qu'est-ce que j'apporte à la société actuellement? C'est mes travaux à travers des livres et des conférences sur les thématiques d'innovation et leadership, même si on en parlera.
À partir de cette année et l'an prochain, je pressens que je vais aussi élargir un peu mon champ d'impact et commencer à parler de plus en plus de spiritualité, de conscience, parce Mm. que je crois que ce monde spirituel et ce monde matériel commencent à converger. Mm. Et j'aimerais quelque part modestement agir comme une passerelle entre ces deux mondes, avec peut-être des champs d'application comme le monde des entreprises ou peut-être des territoires. Mm. Et justement, donc tu es en train d'ouvrir cet espace de spiritualité, de l'invisible, et ça, je pense que c'est vraiment tes origines indiennes qui te permettent de vivre, toi, à l'intérieur de toi déjà, toutes ces pratiques et ces états de conscience, j'ai envie de dire, plus élargis. Est-ce que tu, est-ce que c'est facile, dans des milieux comme ça, on va dire, plus conventionnels, euh, d'aborder ces sujets-là? Tu sais que je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué, Mhm. mais je vais te dire un truc qui m'a beaucoup marqué. C'était il y a exactement 7 ans. C'était en France, hein, la France cartésienne. J'ai osé présenter les chakras, les centres d'énergie subtile, hein. Et après la conférence, je me rappelle, il y a une dame qui est venue me voir. Elle a dit merci beaucoup, je suis coach. Je parle toujours des chakras avec mes clients, mais plutôt en privé. Mhm. Et quand je vous ai entendu, euh, en fait, vous m'avez donné permission, Mhm. vous avez donné permission à nous tous dans la salle de commencer à faire la même chose, c'est-à-dire parler publiquement des sujets comme les chakras. Donc, c'est ça, je pensais, c'est que j'ai jamais senti d'opposition Mhm. du monde extérieur. L'opposition venait plutôt de l'intérieur. C'était plus, au départ, hein, du moins il y a 10 ans, c'était plus mon propre insécurité parce que moi, je pensais que vivant en Occident, d'abord aux États-Unis et puis maintenant en France, il fallait que comme un caméléon, quoi. Il faut que je Mhm. m'adapte, je me conforme un peu à la culture locale et que je paraisse, de mon apparence, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus cartésien. Euh, et donc, je me donnais pas la permission moi-même Mhm. Ben oui. de partager ce que je connaissais à propos de la sagesse indienne, la spiritualité, la philosophie, etc. Donc, et c'est là que j'ai appris, c'est que comme tout, c'est une question de pratique. Mhm. Euh, plus je partageais sur les chakras d'abord et voilà, sur LinkedIn, je publie de plus en plus sur les sujets de spiritualité, ben finalement, on devient on se met à l'aise. C'est comme un muscle en fait. Oui. Il faut former ça. Et plus on entraîne ce muscle, dans mon cas de communication, plus on a d'inhibition en fait. Mhm. Et plus j'ai l'impression qu'on est en train de créer un champ, un, un field, où finalement on encourage de plus en plus de gens à sortir un peu de leur cocon Mhm. matérialiste et oser eux-mêmes. Tu vois. Par exemple, je donnais un exemple concret, hein, et je ne dirai pas en détail mais je crois que c'est ça qui est important qu'on soit très candide. Je connais le patron d'une grosse agence française, Mhm. disons comme ça, qui est un grand fan, enfin, follower, adepte de Ramana Maharishi, Mhm. qui est un grand sage indien. Il va tous les ans méditer dans son ashram, où il y a, voilà, son À studio, 3 heures de Pondichéry. 3 heures Pondichéry. Ouais. D'accord? Donc, quand je l'ai rencontré, en privé, il m'a dit ça. Mhm. Et jamais une seule fois, j'ai googlé, jamais une seule fois en public, il en a parlé. Mhm. Et c'est un peu triste parce que, tu vois, même récemment, il y a le mois dernier, l'éditeur Guy Trédaniel vient de publier un super livre sur ce sage indien, Ramana Maharishi, que vous pouvez acheter d'ailleurs, en grand format. Donc, tu vois, même les éditeurs français commencent à en parler, Mhm. mais les leaders français oseront pas en faire autant. Alors, s'il y a des leaders français qui nous écoutent, allez-y, osez, sortez du bois parce que vous allez autoriser d'autres à sortir C'est du bois. exactement ça. C'est Mhm. exactement ça. Et surtout en France, ça marche par mimétisme. Ouais.
il faut qu'il y ait, et je dirais même pas un, hein, il faut quand même qu'il y ait, disons, voilà, dans chaque secteur, je dis toujours, il faut trois, quatre Mm. leaders ou managers hein, qui sortent de coming out et qui Ouais. font une espèce de coming out et qui parlent de leur dimension spirituelle pour justement encourager. Aux États-Unis, il suffit d'une personne. Il suffit qu'il y ait Obama qui dit un Mm. truc, ça y est, tout le monde, c'est l'exemplarité comme on appelle. En Ouais. France, malheureusement, on est un peu plus conservateur. Donc, le message que tu as partagé avec ton audience, je dirais que voilà, soyez au moins une dizaine à Mm. vous exprimer publiquement et ça, ça va donner courage aux autres de vous suivre. Ah, super, merci pour ce conseil. Et alors, avant qu'on plonge sur tes travaux, tes recherches, tes livres et bah, tout ce que tu apportes justement dans ce domaine du leadership et de l'innovation, revenons un petit peu à nos origines communes, du coup, l'Inde du Sud, Pondichéry. C'est drôle parce que tu disais Navi, c'est la racine pour innovation, mais Raju, ça pourrait être Raj, et ça veut C'est dire exact. royauté. Oui, exactement. Raju veut dire roi, mais c'est aussi un nom assez commun en Inde, Raju. Et il y a aussi une histoire assez amusante autour de mon nom parce que le nom indien typiquement s'écrit R-A-J-U, Ouais. alors que mon nom s'appelle R-A-D-J-O-U. C'est parce que quand mon papa il a rejoint l'armée française, euh, les Français avaient du mal à prononcer Raju à l'indienne parce que ça Mm. sonnait Raju. Donc, mon père, qui était un peu chauvin, il voulait absolument que la prononciation soit intègre. Ouais. Donc, il a changé Orthographe, ouais. l'écriture de mon. Voilà, exactement. Et pourquoi je lui dis ça? Parce que, et c'est important que je le partage, quand je vais en Inde, et même aujourd'hui, tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui me demandent est-ce que vous êtes indien? Parce que ni votre frère, ni votre nom, ni votre prénom s'écrit ou se prononce de façon Mm, indienne. indienne. Mais une fois que j'explique que non, Navi, c'est Navin, Mm. Raju, c'est comme le nom famille, assez banal, Raju, hein, qu'on entend souvent en Inde, là, ça les comprend. Donc, quelque part, même en Inde, des fois, je me sens un peu étranger. Ah, ça me parle aussi, parce que bah, du coup, Nathalie, c'est vraiment étranger, mais Babouraj, c'est Babouraj. D'ailleurs, il y a Raj aussi. Oui, exact. Et donc, ça demande un petit temps d'explication, et enfin, malgré tout. Alors, toi, t'es né à Pondichéry, et donc, tu as fait toute ta scolarité au lycée français de Pondichéry jusqu'au bac, c'est ça? Exact. Donc, Et ensuite, oui, je suis né en Pondichéry, effectivement, et puis j'ai fait 15 ans comme voilà, le système scolaire français. Et en 89, après mon bac, j'ai quitté l'Inde pour venir en France. et t'as fait quoi comme étude? Alors, ça aussi, c'est très intéressant parce qu'il faut en parler parce que non seulement quelle étude j'ai faite, mais aussi quelque part comment la vie est non linéaire. Oui. Pourquoi? Parce que tu vois, il faut savoir que dans les années 80, il n'y avait pas l'Internet. On n'avait pas des informations sur quelle filière on pouvait poursuivre après notre bac. Donc, moi, quand je faisais mes études au lycée français à Pondichéry, des années 80, j'avais aucune idée de, voilà, qu'est-ce qui existait comme filière. Par contre, mon inspiration profonde, c'était deux domaines qui me passionnaient. C'était le journalisme. Mhm. J'écrivais déjà à partir de 15 ans, j'ai publié des articles dans les magazines tamoul, ma langue natale en Inde, euh, et aussi sciences politiques. J'étais quelque part fasciné par tout ce qui était Sciences Po. Mais comme tu sais très bien, faire l'école de journalisme, une école de sciences politiques en France, c'est pas facile. Il faut faire les classes prépa, etc. Moi, je connaissais que dalle. Et donc, finalement, mon frangin qui habitait à Melun a décidé de me mettre dans un cursus en informatique parce que c'est tout ce qu'il avait trouvé. Donc, j'ai commencé à faire un BTS en informatique. Ensuite, j'ai fait une licence à Nanterre, aussi en informatique. Et puis, j'ai fait un master au CNAM, en informatique de gestion. Et Donc, bien puis, cartésien. voilà, exactement, très cartésien. Et surtout, le dernier diplôme encore plus cartésien, c'était à l'école centrale, Mhm. euh, centrale Paris, avec un master. Mais ce master est important et après on en reviendra parce que c'était un master parce que ça se porte sur un thème qui est très récurrent et qui a façonné mes 30 ans de carrière professionnelle. Ça s'appelait système informatique ouvert.
C'est-à-dire qu'on anticipait déjà dans les années 90, début des années 90, qu'avec l'Internet, le monde de demain va devenir de plus en plus collaboratif. Mm. C'est-à-dire que l'avenir appartient à la coopération et la collaboration entre entreprises et non pas la compétition. Mm. Donc, on étudiait déjà de façon proactive comment les systèmes informatiques devraient être conçus pour être beaucoup plus ouverts à un dialogue avec d'autres entreprises. Mm. Et ce thème de collaboration et de coopération, quelque part, est devenu un peu le pilier central de tous mes travaux pendant maintenant presque 30 ans. Mm. D'accord. Et donc après, tu as continué aux États-Unis. Voilà, 95. Alors, avant d'aller aux États-Unis, il s'est passé quelque chose parce que je croyais très fortement dès mon enfance que le 21e siècle appartenait à l'Asie. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde en parle, mais dans les années 80, personne ne croyait, hein, parce qu'il faut dire que dans les années 80, l'Asie était assez fermée. Mm. Oublions pas que la Chine s'est ouverte en 1978 à l'économie mondiale. Et puis l'Inde s'est ouverte au monde extérieur économiquement uniquement en 1991. Mm. Donc, personne dans les années 80 envisageait que le 21e siècle allait appartenir à l'Asie. Mais moi, je le savais intuitivement. Donc, dans les années 90, après que j'ai fini mon master à Central Paris, en fait, je suis allé en Asie du Sud-Est parce que dans le temps, on parlait des tigres asiatiques, Mm. les économies des Asies du Sud-Est. Donc, j'ai passé 3 ans à travailler à Singapour et ensuite en Thaïlande. Et puis, effectivement, en 1999, je suis allé aux États-Unis. J'ai immigré aux États-Unis où j'ai vécu pendant 22 ans. Mm. D'accord. Et t'as continué des formations. euh, Voilà, en fait, il s'est passé quelque chose de très intéressant parce que avant d'émigrer aux États-Unis, je suis allé faire une étude MBA à Yale University, une mm. école très prestigieuse américaine. Malheureusement, après le premier trimestre, je n'avais plus d'argent. C'est quand même une école privée hein, aux États-Unis, Ouais. donc c'était très très cher. C'était presque 30 000 euros, je crois, par an, Mm. frais de scolarité. Mais moi, j'avais pas d'argent. Donc, j'ai été forcé de quitter le programme et il fallait que je trouve rapidement un boulot. Et c'est là, quelque part, c'est pour ça que je dis ça, parce que la synchronicité, ben, les études que j'ai détestées en France, qui étaient l'informatique, euh, étaient comme un don de ciel. Parce que quand je devais quitter mon programme des MBA aux États-Unis, moi, j'étais résigné, déterminé à rester aux États-Unis. Mm. Donc, il fallait trouver un boulot rapidement. Et donc, j'ai postulé comme analyste en informatique dans un cabinet de consulting à Mm. Boston. Et j'ai trouvé, voilà, on m'a accepté. Et c'est comme ça que j'ai pu émigrer officiellement aux États-Unis avec un visa de travailleur, comme on appelle, visa d'immigré. Et puis voilà, graduellement, j'ai grimpé les échelons, je suis devenu vice-président de cette entreprise. Euh, Super et puis, intéressant. Je te coupe, Navi, parce que c'est super intéressant ce que tu dis dans nos chaos de vie. Souvent, on fait des choix, on se dit, mais pourquoi je l'ai fait? Ça me correspond pas. Et tu nous montres que justement, ces études informatiques, finalement, c'est devenu l'opportunité qui t'a permis de continuer à cheminer, à avancer, à évoluer. C'est un bel exemple. et c'est un bel exemple aussi parce que ça illustre superbement la fameuse phrase, peut-être certains d'entre vous ont entendu ça, Steve Jobs, le fondateur d'Apple, quand il a fait un discours à l'université de Stanford, il a dit que vous ne pouvez pas connecter les points de votre vie de façon prospective. C'est avec du recul Hmm. que vous réalisez en fait comment ces points se connectent. Donc, c'est pour ça que quand vous faites quelque chose que vous n'aimez pas nécessairement, dans mon cas, l'informatique des années 90 en Ouais. France, j'avais pas cette sagesse, cette maturité de comprendre que tout se fait pour une bonne raison. Hmm. Comme on dit en christianisme, hein, tout se fait pour une bonne raison. Tout ce qui arrive est divin. Ouais. Ok. Même si subjectivement, on n'aime pas quelque chose, une situation est intolérable ou une personne qu'on n'aime pas, tout ce qui se passe est divin. Il y a forcément un cadeau derrière. Un cadeau derrière. Mais ce Hmm. cadeau, on ne peut pas l'ouvrir tout de suite. Oui. Il faut arriver à maturité.
Mm. OK? Et dans mon cas, je le vois de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, 53 ans. Et je vois maintenant, même les expériences les plus traumatiques que j'ai vues durant mon enfance, avant 10 ans, j'ai eu une enfance terrible. Mm. euh, je vois un peu le gift, il y a un cadeau derrière. Mm. Tu vois. Donc, effectivement, je confirme ce que tu dis, c'est qu'effectivement, l'informatique, effectivement, ça m'a sauvé la vie parce que sans ça, Mm. voilà, j'aurais pas pu trouver un boulot aux États-Unis, quoi. Mm. Yes. Mm. Merci pour cette petite pépite. Et, euh, et donc, cette envie d'écrire des livres, c'est probablement que tu as envie de transmettre tes messages. Et ton premier livre, raconte-nous un peu comment ça arrivait, l'idée, et comment ça arrivait sur le papier. Et c'est pareil, encore une fois, c'est comme quoi il y a des trucs qui arrivent vite, quoi. Alors, pour aller un peu plus rapidement, parce qu'en fait, l'idée, c'est de dire que j'ai passé 5 ans à étudier comment dans les pays du Sud, particulièrement en Inde, des entrepreneurs qui ont très peu de ressources Mm. arrivent à innover avec les moyens de bord. En hindi, dans la langue indienne, on appelle ça le Jugaad, Mm. qui est un peu comme le système D français. Donc, j'ai étudié ça parce que j'anticipais déjà dans les années, à partir de 2008, avec la grande récession, je savais que l'Occident aussi allait être confronté à une grave pénurie de ressources. On le voit aujourd'hui, mais il y a 15 ans, personne n'osait en Mm. parler. Et donc, on voulait s'inspirer, moi et mes co-auteurs, des pays du Sud comme l'Inde, mais aussi l'Afrique, pour voir en fait comment on peut faire mieux avec moins, c'est-à-dire apporter des solutions dans les domaines critiques comme l'énergie, la santé, l'éducation, etc., avec des ressources limitées. Mm. Et donc ça, c'était 5 ans de ma recherche et que j'ai fait à Cambridge University en Angleterre. Et puis à la fin de mon séjour en Angleterre, j'ai été contacté par un agent littéraire, Mm. une fille américaine. C'est là que je souris parce que tu vas adorer cet exemple. Alors, elle me contacte, alors comme ça, un email qui arrive. Bonjour, alors, c'est très intéressant. Elle me dit, j'ai vu que vous avez publié un blog dans un magazine sur ce concept de Jugad. Or, il s'avère que moi, américaine, j'ai passé 2 ans à New Delhi et j'ai vu de mes propres yeux la valeur de cet esprit Jugad. Mm. Donc, c'est bien qu'en tant qu'Américaine, elle a respecté cet esprit Juga des Indiens. Et en tant qu'agent littéraire, elle a senti qu'il y avait quelque chose à explorer. Mm. Donc, elle a proposé, elle a dit, est-ce que ça vous intéresserait d'écrire un livre sur ce Mm. sujet-là? Alors, moi, je pensais pas le faire, mais quand elle m'a contacté comme ça, tu vois, il y a toujours un message. C'est comme Ouais, si ping. Dieu parlait avec Ouais. Pring, exactement. Donc, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Et puis voilà, et je suis assez fier de le dire aujourd'hui. On a écrit le premier livre, moi et mes co-auteurs, en 6 semaines, parce que ça sortait de la source. Waouh. Ouais, ouais. Vous avez téléchargé, quoi, des Ah infos. ouais. Mais allez, ça allait dans une vitesse pas possible. Mm. Donc, c'est sorti en 2012. C'était devenu un grand succès. Ça s'est Mm. vendu 300 000 exemplaires à travers le monde. En France aussi, c'est devenu un grand succès. Oui, donc c'était mon premier livre et c'est aussi le livre qui m'a beaucoup marqué parce que, comme tu le sais très bien, toi et moi, on aime bien être des passerelles entre Mm. cultures. Donc, à travers ce livre, modestement, j'ai apporté un concept qui émanait d'un pays Mm. du Sud, l'Inde, et j'ai montré comment elle pouvait aussi être adoptée et Mm. s'appliquer dans un contexte occidental. Mm. Et ça a été quoi le retour des entreprises, des grandes entreprises dans lesquelles tu intervenais? Ben, c'est-à-dire qu'il y avait une grosse fascination. Au départ, je pensais que c'était l'exotisme, un peu Mm. comme l'orientalisme, Ouais. que j'introduisais un nouveau mot comme yoga et Mm. c'est ça qui rendait ça sexy. Pas vraiment. Et ça, c'est très important que j'insiste là-dessus. Et d'ailleurs, on est en train de perdre ça en France. Parce qu'en fait, en France, ce qui a beaucoup résonné avec les décideurs français et les professionnels en France, et les médias aussi, hein, les médias ont adoré ce concept. C'est parce qu'en fait, en France, on est tellement réglementé, on est tellement, comment on appelle ça, stiff, comme on Ouais. dit, Rigide. informel.
Ouais. rigide, d'accord? Et Jugad, aujourd'hui, malheureusement, est associé avec d'autres concepts comme la sobriété, le Mm. low-tech, etc. Mais c'était pas ça qu'on mettait en valeur. Ce qu'on mettait en valeur, c'est ce côté un peu spontané, ce Mm. côté un peu improvisé de l'innovation, ok? Ce côté qui n'est pas planifié, qui vient Mm. du cœur, tu vois? Et ça, je crois que quelque part, ça faisait appel à l'inconscient des Français. C'est Mm. comme s'il y avait un côté qui était réprimé en eux. Parce qu'on dit, moi j'ai toujours pensé, hein, étant français, on est un peu schizophrénique hein, en France. Mm. C'est-à-dire qu'on a un côté très formel, très rigide, mais dans notre âme, on est totalement jugad. Mm. Et donc ça crée une tension épouvantable. Ah oui, c'est sûr, ça crée Il n'y une a aucune dissonance culture, je interne. connais, voilà, il y a aucune culture, je connais en Occident qui souffre de ça. Ok. Mm. Donc, quelque part, le jugad, c'était pas d'échappatoire, mais c'était, voilà, ils étaient contents qu'il y ait quelqu'un qui parle de ça, Mm. que je donnais voix à leur frustration. Mm. Hein. Et donc, beaucoup se sont donné la permission de dire, tiens, on va pratiquer un peu de Jugad. Ils ont essayé. Mais ce qui est arrivé, c'est que c'est difficile de pratiquer Jugad au sein d'une entreprise qui est tellement structurée, tellement réglementée, tu vois, comme tu dis, très rigide, Pyramidal, ouais. Mm. pyramidale, exactement. Parce qu'on peut pas, je dis toujours, Jugad nécessite un lâcher prise. Ouais. Et faire Il faut confiance à faire l'imprévu. confiance. Mm. Et en France, on a du mal avec ça. D'ailleurs, tu vois bien, même aujourd'hui, le télétravail a du mal à décoller en France parce que le modèle de management en France, c'est très, comment on appelle ça? On veut contrôler en fait. Mm. On veut contrôler les ressources, on veut contrôler les ressources humaines, les ressources physiques, etc. Mm. Donc, cette idée de faire confiance, lâcher prise, et en anglais, on appelle ça gérer en fonction des résultats, Mm. hein, et non pas en fonction de la présence physique de quelqu'un au bureau, quoi, tu vois, Mm. d'entreprise. Tu vois. Donc tout ça fait que oui, le Jugaad finalement a résonné de façon viscérale avec les Français, Mm. mais je crois que ce côté rationnel, très Ça a pris le formaté, dessus. Ouais. a pris le dessus. Mm. Et tu penses que ça va évoluer comment dans les années à venir? Ben, à mon avis, ça va, voilà. Désolé de dire ça parce que je suis de nature optimiste, mais moi, je crains aujourd'hui, c'est qu'il y a un effet rebond. Mm. C'est-à-dire que ce qui est arrivé, c'est que euh, je veux pas être complotiste parce que c'est comme ça souvent les gens vont interpréter ma réponse, ce que je veux dire maintenant, c'est que c'est pas comme s'il y avait une espèce de vieille garde, tu sais, qui se réaffirme. Non, non, non. Je crois que c'est dans notre propre conscience de chacun d'entre nous, il Mm. y a un côté qui aime bien l'ordre, qui Ouais. aime bien tout ce qui est structuré. C'est vrai, le premier chakra, c'est la C'est ça. stabilité. Mm. Ok. Alors, donc, il y a quelque chose, dans un monde de plus en plus complexe, tout est imprévisible, on a besoin de stabilité. Mm. Mais à force de chercher la stabilité dans notre vie personnelle, professionnelle et même dans des sphères politiques, etc., on le voit d'ailleurs, hein, l'ordre, tu sais, les mots Mm. qui viennent dans le domaine politique, etc., l'ordre, etc. Le problème, c'est que on a besoin aujourd'hui de tout changer. Il faut effectivement rénover, il faut transformer les systèmes économiques, sociétaux, etc. Et là, innovation est antinomique avec l'ordre. Mm. Ben oui. Ok. Et c'est pour ça que enfin, le thème de ton podcast est vital. Le Jugaad excelle dans le chaos, Mm. mais c'est un chaos structuré. On sait déjà aujourd'hui, avec voilà, au sein du chaos, il y a ce qu'on appelle le hidden order. Il y a un Mm. ordre, mais qui est caché en fait. Ouais. Ok. Et en France, on a peur du chaos, même si, et c'est un peu mon constat un peu d'amateur, psychologue, sociologue, c'est que l'âme française en tant que Gaulois, elle est totalement à l'aise dans le bordel. Ok. Et donc, Mm. quelque part, il faut vraiment se reconnecter avec notre âme gauloise en Mm. France et quelque part se donner la permission, je reviens encore une fois, se donner la permission au niveau individuel. Parce que si on entend quelqu'un nous donne la permission de faire du Ah, jugad et être spontané, ça ne va pas se faire. ben oui, Ok. c'est sûr. Non, c'est intéressant l'image que tu donnes. L'âme gauloise peut s'autoriser à se reconnecter à son essence. Peut-être qu'elle peut s'inspirer de l'âme indienne qui a l'habitude, grâce à Shiva, de ce chaos ordonné, on va dire. Et danser dans le chaos, Shiva, elle Mm. danse, hein. Donc, Oui. c'est effectivement, voilà. Et je crois que euh, et c'est ça qui est intéressant, je disais schizophrénique, parce que moi, je vois en fait, il y a deux choses qui se passent. C'est que dans les territoires,
de plus en plus, les gens, et c'est pour ça que moi j'ai quitté Paris, Mhm. pour moi, Paris représente vraiment l'épitome de tout ce qui est centralisé, tu vois, contrôle, ordre, etc. Mhm. Et dès que je viens dans les territoires, je vois une autre réalité. Je Ouais. vois une réalité où les choses avancent très vite, on parle moins, on agit plus. Mhm. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on expérimente. On ne crée pas des grandes théories. À Oui, il Paris, y a on du aime terre bien, à terre, voilà, du down to earth. terre. OK? Mhm. Le territoire, c'est ça aussi la France de la France, hein. Oublions pas, tu connais bien, aussi bien que moi, mieux que moi, dans l'Ayurveda, on parle des trois éléments, enfin, les trois gunas, et particulièrement l'élément air, Mhm. l'élément eau, terre. Donc, la terre et l'eau permettent de t'ancrer davantage dans le matériel, dans la terre, hein. Mhm. Et puis, l'air permet en fait d'être plus dans le conceptuel. Mhm. Et je pense que la France, qui est génial, c'est qu'en fait, à Paris, j'ai l'impression qu'on est trop dans le vata, vraiment dans Mhm. l'air, quoi. Ok. Ouais. On crée beaucoup de théories, beaucoup de discours, beaucoup de blabla. Et dès que tu viens dans les territoires, on est dans le terroir. Mhm. Tu vois, on est dans la terre, dans l'humus, au sens positif du terme. Tu vois, on Ouais. est bien ancré. Ok. Et on aime bien tester, on aime bien expérimenter. On ne va pas faire une conférence et parler pendant Mhm. 10 heures, Ouais. tu vois, de Jugaad, par exemple. Ils vont dire, tiens, on va tester Jugaad. Allez-y, Mhm. hop, on va mettre ça allez, hop, en place quelque part à Lyon ou à Bordeaux. D'ailleurs, je suis en train de collaborer avec des élus là, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et Mhm. région Aquitaine qui sont très intéressés par cet esprit Jugaad. Donc, je dirais oui, il y a aussi un décalage entre ce qu'on entend de l'élite à Mhm. Paris, qui s'accroche un peu à un vieux paradigme de command and control. Mhm. Tu vois. Et puis, ce que je vois dans les territoires, c'est effectivement ce côté un peu test and learn. On teste quelque chose, on apprend, on adapte, Mhm. on s'adapte continuellement. Et puis aussi, un truc qui me marque beaucoup dans le territoire, c'est la solidarité. Ouais. Donc, c'est-à-dire que les élus politiques, quelle que soit la couleur politique, ils sont très en contact avec le tissu économique, Mhm. la société civile, etc. Et donc, dès qu'il faut, voilà, on se serre les coudes, on va vraiment collaborer pour résoudre un problème. Donc, le chaos, finalement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à maîtriser au niveau des territoires, à mon avis, Mhm. qu'au niveau national. Mhm. Ah, merci pour cet éclairage. C'est intéressant. Tu vois, il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder. Je suis en train de regarder un petit peu le chronos et Linéaire, le temps on pourrait linéaire. peut-être imaginer un deuxième épisode, mais ce que j'aimerais bien peut-être pour clôturer tranquillement, c'est qu'avant qu'on commence l'enregistrement, tu m'avais parlé de ces deux images, parce que tu es en train de préparer un nouveau TEDx. Cette image de comment est-ce que on voit l'alpiniste qui monte, qui grimpe la montagne pour arriver au sommet, à la réussite, et peut-être que c'est pas la seule image à intégrer aujourd'hui dans ce qu'on a envie de, comment on a envie de transformer notre société. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est que si tu regardes bien tous les programmes de développement personnel ou les modèles comme la hiérarchie des besoins de Maslow, ils sont tous représentés sous forme pyramidale Mm, ou sous une forme d'échelle. Et en général, l'idée, c'est que voilà, l'individu commence en bas de l'échelle et ensuite, il y a des échelons à gravir comme une montagne, hein. Donc, tu arrives au sommet de cette montagne et ça y est. Donc, soit tu as atteint le septième degré de nirvana, si c'est dans le domaine de développement personnel, ou alors, dans le cas de hiérarchie des besoins, tu as pu la réalisation de soi. mm, D'accord? Et donc, une fois que tu arrives au sommet, tu plantes le drapeau, ça y est, c'est bon. Tu n'as plus rien à faire. mm, D'accord? Et moi, je crois que ça n'a aucun sens, ce modèle-là, ou du moins c'est un modèle qui est incomplet. mm, Parce que la vraie vie commence, d'ailleurs, c'est là que je crois que, étant hindou là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, j'ai eu une grave crise de santé en 2007, et c'est grâce à l'Ayurveda que j'ai pu récupérer ma santé. mm, Et aussi, c'est là que j'ai découvert le bouddhisme. Et dans le bouddhisme, justement, on donne pas trop de valeur à l'éveil. Tu vois, parce que même après avoir connu l'éveil, Bouddha, en fait, il est revenu dans la vie sociale normale pour justement transmettre sa sagesse et surtout comment intégrer
c'est le sens spirituel dans la vie ordinaire, Dans la matière, dans dans le la matière. BCG. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Bouddha aussi a atteint le sommet, ok, le nirvana si tu veux, mais comme un bodhisattva, il est revenu en fait parmi les communs des mortels Mm. euh, pour les éveiller, pour les éclairer aussi. Et donc, c'est ça que l'hindouisme n'en a pas. L'hindouisme, on a une forme de, d'ailleurs, c'est très symbolique l'envoi de la sonde lunaire là, de l'Inde. Mm. J'appelle ça décollage vertical. Tu vois, c'est comme les chakras. Il faut aller, tu vois, au septième chakra, ici, là, et hop, c'est le sommet. Tu vois, Mm. c'est Mais comme le ça crown. s'arrête pas D'ailleurs, c'est là. marqué le crown. On te Ouais. couronne, quoi. Mm. Ça y est, je suis arrivé. D'accord? Alors que le bouddhisme et d'autres traditions, non. Au contraire, c'est une fois que tu es arrivé, maintenant la question, tu l'incarnes. Mm. Comment tu redescends de nouveau dans le premier? Exactement. Mm. Et c'est pour ça que c'est l'allégorie qui est plus apte. C'est plus un équilibriste. Je Mm. dirais même comme un jongleur. Donc, j'aime bien cette idée de jongler avec les sept chakras, Ouais. hein, au lieu d'optimiser la hiérarchie des sept chakras et dire finalement, il faut faire monter le Kundalini jusqu'au septième chakra. Mm. Et puis, ça y est, là, d'ailleurs, c'est connu d'ailleurs, c'est pour ça aussi que, voilà, je pense que l'audience aimera plus. C'est aussi des traditions, attention, très patriarcales, hein. Donc, il Ouais. faut imaginer pourquoi ils ont créé cette hiérarchie. Mm. C'est aussi une façon de dire que les gens qui sont ici, là, en haut, ils peuvent dominer le reste. Mm. D'accord? Et c'est très masculin. Et le cercle, c'est le symbole féminin. Ouais. Quand je parle d'équilibre, qui est beaucoup plus dynamique, Mm. c'est aussi une façon de dire qu'il faut aussi s'inspirer du tantrisme Mm. et d'autres traditions indiennes qui sont beaucoup plus féminines de nature, quelque part. Et puis, il faut trouver un équilibre, comme le yin-yang, hein, quelque part, hein, entre le purusha, qui est l'esprit, Ouais. et prakriti, qui est la matière. Et c'est pour ça que cette idée d'équilibriste ou de jongleur, allégoriquement, me parle de plus en plus que cet alpiniste qui Mm. essaie d'arriver au sommet du mont Everest et qui va rester là-bas, quoi. Ouais, merci pour cette belle image. Enfin, c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant que tu nous le partages. Euh, il n'y a plus qu'à danser avec le chaos, en fait, avec cet équilibriste. Je vois bien l'image de celui qui danse avec les chakras comme des boules de cristal. Exactement ça, les sept boules. Et ce qui est Ouais. intéressant, c'est que c'est pas facile, hein, parce que tu vois, c'est ce qui est en train d'arriver, c'est ça un Mm. peu mon TEDx aussi, hein. En fait, il faut savoir équilibrer ça. Ouais. C'est parce que si tu lâches un des trucs là, voilà, donc Mm. en fait, tous les chakras ont une valeur égale. Ouais. Tu vois. Mm. Et c'est ça qui va être la douloureuse réalité auquel on va être confronté, c'est que voilà, la spiritualité est aussi important que manger, se nourrir. Et Mm. c'est pour ça que tout ce que tu fais autour de la santé intégrative, je crois que c'est important. C'est aussi montrer il faut nourrir le corps, l'esprit, le cœur, tu vois. Donc, comme Simone Weil disait, hein, il y a des nourritures terrestres, il y a aussi des nourritures spirituelles. Mm. Il Et on faut, a il besoin de tout ça, en on a fait. C'est besoin de vraiment tout, ça, encore une exactement. fois. Voilà. Collaboration. Exactement. C'est la spiritualité incarnée, en fait. Ouais, 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 On ça, va vers un 21e complètement. siècle, pour moi, la grande révolution du 21e siècle, c'est reconnecter le corps et l'esprit et surtout vraiment donner naissance à la spiritualité incarnée. Yes. Mais écoute, Ravi, Navi, je suis. Parce que Ravi, c'est un autre prénom tamil aussi, hein. C'est pour ça que ma langue a fourché. Mon frère s'appelle d'ailleurs Ravi. Ah, d'accord. Euh, c'est hyper passionnant, notre échange. Donc, encore une fois, un grand merci à toi. Merci à Euh, toi. et j'ai hâte de t'inviter à mon spectacle Danse avec le chaos parce que je pense que ça va vraiment te parler. Tout ce que tu as partagé depuis le début, à chaque fois, il y a une résonance, en fait, dans le spectacle. Donc, je me dis, mais c'est comme si je le connaissais déjà, tu vois. Ben, c'est En pour tout ça, cas, écoute, oui, on reste en contact et oui, je suis ravi de revenir. On pourra échanger de nouveau dans avec l'avenir. grand plaisir. Pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos remarques, vos questions. Je les transmettrai à Navi sans problème. Moi, je vais mettre sous le lien des enregistrements comment vous pouvez vous connecter à Navi directement sur ces liens Internet. Et puis, si vous voulez découvrir ces livres, je vous conseille vraiment. Voilà, je pense qu'on va boucler la boucle. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, Navi, pour cette fin de cycle, enfin, ce moment-là où tu me disais aussi avant l'interview que
Tu sentais qu'il y avait une fin de cycle de 30 ans, de 35 ans et que... Oui, en fait, j'ai 53 ans. Ouais, tout ce que je peux souhaiter, c'est de la même façon que tu parles de santé intégrative, c'est souhaiter que Navi s'intègre tous les aspects de qui il est. Parce que je crois qu'en ce moment, je suis dans cette phase où il faut que j'intègre différents éléments de, voilà, le côté indien, le côté français, le côté américain, sachant qu'aujourd'hui, on est dans un monde malheureusement qui est de plus en plus divisé. Mm, Et donc, dans mon intériorité, des fois, j'ai du mal, tu vois, à sentir cette cohérence. mm. Je sens beaucoup plus de force centrifugeuse, c'est ça, on appelle ça en français, tu Ouais. vois, que plutôt centripète. Donc, le Mm, souhait, ce serait que vous m'aidiez un peu à m'intégrer en intérieur, mm. de sorte qu'effectivement, je peux exprimer cette intégration dans tout ce que j'ai écrit et présenté dans les années à venir. Yes, ben, on t'envoie ça. Parce que je pense que ça fera du bien à tout le monde, de toute façon. Absolument. Merci, Navi. À très bientôt et ben, tout plein de bonnes choses pour les mois à venir. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.